La première chose que Johnson remarqua, ce fut le son. Pas le vacarme habituel de la gosse, les klaxons des danfos hurlant après des passagers et les générateurs crachant de la fumée. Ce son était différent. Il était sourd, lourd, puissant, comme une tempête de moteur. Johnson se figea, une cuillère à mi-chemin de la bouche de Zara. Zara était assise, épuisée, sur le vieux banc en bois de son atelier de mécanique en bord de route, sous un auvent délabré et poussiéreux qui semblait prêt à se déchirer à tout moment. Son dos était appuyé contre un pilier en bois et ses yeux étaient à peine ouverts. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, attendant la prochaine bouchée de riz jollof. Les mains de Johnson tremblaient tandis qu'il la nourrissait. Ce tremblement ne venait pas de la peur du travail. Johnson avait réparé des voitures sous la pluie, le soleil, et même pendant les descentes de police. Il tremblait parce que Zara semblait pouvoir disparaître à tout moment. Comme si la vie la quittait lentement et qu'il luttait pour la retenir. « Petite, petite », murmura Johnson d'une voix douce comme celle de ses frères. « Prends juste celle-ci pour te donner de la force. » Zara déglutit difficilement. Sa gorge se contracta lentement. Ses yeux papillonnèrent, fatigués, ternes, mais encore vivants. Johnson esquissa un sourire malgré son cœur lourd. C'est alors que le convoi arriva. Des Bentley noirs. Pas une, pas deux, des dizaines. Elles défilèrent sur la route comme un cortège royal. Leurs vitres teintées, leurs carrosseries luisantes comme des téléphones neufs. L'atelier parut soudain plus petit, plus pauvre et plus exposé, comme un lieu secret qu'on venait de découvrir. Les voitures étaient garées tout près, formant un mur de métal précieux. Les hommes sortirent les premiers. Des hommes imposants, des gardes du corps, costumes sombres, oreillettes, visages durs. Ils avaient l'air de gens qui ne posaient pas de questions. Ils donnaient des ordres. Ils se dispersèrent rapidement, scrutant les environs, observant les toits, vérifiant les coins comme s'ils s'attendaient à ce qu'un danger surgisse du tas de pneus usagés de Johnson. La cuillère de Johnson s'immobilisa de nouveau en l'air. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Son cerveau chercha une raison pour laquelle des gens comme ceux-ci fréquenteraient un atelier miteux en bord de route. Il n'avait jamais vu pareille scène. Le garde le plus proche le regarda comme si Johnson était un problème à éliminer. Johnson sentit son estomac se nouer. Puis la portière de la Bentley de devant s'ouvrit lentement, comme un coup de tonnerre. Une chaussure noire cirée effleura le sol poussiéreux. Puis une autre, et un homme en sortit. Il était grand, large d'épaules, et avait l'allure d'un homme distingué. Il portait un costume bleu marine de grande valeur, avec une chemise blanche impeccable. Sa barbe grise était soigneusement taillée et son visage semblait tout droit sorti d'un reportage. Sérieux, maître de lui, puissant. Même sans que personne ne prononce son nom, on devinait que cet homme avait de l'argent et du pouvoir. L'atmosphère changea. La route entière semblait retenir son souffle. Le garde se redressa. Un colporteur, à proximité, cessa de crier. Même le vent sembla silencieux. L'homme jeta un coup d'œil autour de lui. Son regard se posa sur l'atelier de Johnson. Puis il se mit à marcher vers lui, un pas après l'autre, calme comme si la route lui appartenait. Le cœur de Johnson s'emballa. Ses pensées s'agitèrent. Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce à cause de la voiture de ce client la semaine dernière? Est-ce la police? Le gouvernement? Mais cet homme n'avait pas l'air d'un policier. Il avait l'air d'une personne que la police respectait. Johnson se leva brusquement, manquant de laisser tomber son assiette. Il s'essuya les mains grasses sur sa combinaison de mécanicien tachée, même si cela ne changea rien. Ses doigts étaient encore noirs d'huile moteur. L'homme s'approcha. Son regard se fixa droit devant lui. Johnson remarqua quelque chose d'étrange. Le visage de l'homme était crispé par la douleur. C'était la douleur d'un père retenant ses larmes. Johnson déglutit difficilement. Zara se décala légèrement derrière lui. Elle était faible, mais le bruit du convoi lui était parvenu, à elle aussi. Elle releva un peu la tête. Ses yeux s'efforcèrent de se concentrer. L'homme entra dans l'atelier. La poussière du sol salit le bas de son pantalon de marque, mais il n'y prêta aucune attention. Il jeta un coup d'œil à Johnson. Puis son regard glissa au-delà de lui et se fixa sur Zara. Il eut le souffle coupé.
Ses épaules tressaillirent comme si on lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Pendant une seconde, il resta immobile. Il se contenta de la fixer. Puis, soudain, il se précipita en avant. Il se précipita comme un homme courant après quelque chose qu'il avait cherché dans un cauchemar. Johnson recula, abasourdi. « Monsieur !» commença-t-il, mais l'homme ne répondit pas. Il tomba à genoux, là, sur le sol poussiéreux. Son costume toucha la terre. Son genou s'enfonça dans le sable. Et cet homme puissant, cet homme qui semblait pouvoir acheter la moitié de la gosse, se mit à pleurer. De vraies larmes. Ses larmes coulèrent de ses yeux et tombèrent sur la poussière comme la pluie. Ses lèvres tremblaient. Ses mains se tendirent vers Zara comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse au moindre clignement d'œil. « Ma fille !» murmura l'homme, la voix brisée. « Zara !» Le monde de Johnson s'arrêta. Les yeux de Zara s'écarquillèrent légèrement. Elle tenta de lever la main. L'homme la tenait délicatement comme si elle était de verre. Puis il l'attira contre lui, l'enlaçant avec une infinie douceur, une telle ferveur, comme s'il tenait entre ses mains le dernier fragment de sa vie. La tête de Zara reposait contre sa poitrine. Même dans sa faiblesse, elle le serra faiblement dans ses bras, lentement, comme si son corps se souvenait de lui avant même que son esprit n'ait pu pleinement le saisir. Johnson resta figé. Ses oreilles bourdonnaient. Sa bouche était sèche. Avait-il vraiment dit « Ara » ? L'homme leva les yeux vers Johnson, les larmes aux yeux. Sa voix tremblait, mais elle était chargée d'émotion. « Merci, dit-il. Merci d'avoir sauvé ma fille. » Le cœur de Johnson se serra, ses doigts se relâchèrent. L'assiette faillit lui échapper des mains. À cet instant, Johnson réalisa quelque chose qui le fit flancher. La jeune fille mourante qu'il avait secourue et nourrie chaque jour n'était pas une simple inconnue. C'était l'enfant de quelqu'un de puissant, de riche, quelqu'un qui avait les moyens d'envoyer des Bentley noirs à un garage miteux en bord de route. Les lèvres de Johnson remuèrent en silence. Puis l'homme prononça ces mots suivants et Johnson eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Je suis le chef Adam, » dit-il doucement, comme si son nom allait de soi. « Et Zara est ma fille unique. Elle a disparu. » Johnson eut le vertige. Le chef Adam. Le chef Adam. Le PDG milliardaire dont tout le monde parlait à la radio. L'homme dont le convoi pouvait bloquer une rue entière. La vision de Johnson se brouilla un instant. Il s'agrippa au bord du banc en bois pour se stabiliser. Zara cligna lentement des yeux, le visage pâle, les lèvres sèches. Le chef Adam essuya ses larmes du revers de la main, mais les sanglots ne cessèrent pas. Il serrait toujours Zara contre lui, comme si la lâcher lui serait fatale. Un des gardes s'avança alors, la voix basse et pressante. « Monsieur, il faut la déplacer immédiatement. Nous devons l'emmener dans une clinique sans délai. » Le chef Adam hocha la tête d'un air sec, sa crainte paternelle se muant en une action rapide. Il se tourna de nouveau vers Johnson. Son visage exprimait de la gratitude, mais aussi autre chose, une émotion plus sombre. Comme si le chef Adam pressentait déjà que l'histoire cachait quelque chose de plus grave que ce que Johnson avait compris. « Je vous en prie, » dit le chef Adam, toujours agenouillé, serrant toujours Zara contre lui. « Dites-moi, où l'avez-vous trouvée » Johnson ouvrit la bouche, mais avant qu'il ne puisse répondre, Zara toussa soudainement. Une toux profonde et douloureuse. Son corps tressaillit. Ses yeux se révulsèrent légèrement. Sa tête retomba inerte contre le bras du chef Adam. Le visage du chef Adam passa en une fraction de seconde de la gratitude à la terreur. « Zara !» cria-t-il. Les gardes se mirent en mouvement instantanément. L'assiette de Johnson finit par tomber, répandant du riz jollof sur le sol poussiéreux. Johnson se précipita lui aussi, la panique lui montant à la gorge car la jeune fille qu'il avait tant lutté pour sauver s'effondrait à nouveau, dans son modeste atelier, sous les yeux de son père milliardaire. Et cette fois, Johnson n'était pas sûr qu'elle se réveillerait. Le corps de Zara s'affaissa dans les bras du chef Adam. Ses yeux se fermèrent complètement tandis que les gardes du convoi réclamaient de l'espace. Johnson, tremblant, fixait la fillette qu'il nourrissait chaque jour, se demandant, était-elle sur le point de mourir ici? Lorsque son père la trouva enfin, le cri « Bougez ! Laissez-nous de l'espace !» fendit l'air comme un coup de fouet.
Johnson recula en titubant lorsque les gardes firent irruption. L'un d'eux le repoussa doucement mais fermement tandis qu'un autre sortait une petite trousse de secours de l'intérieur de la Bentley. Le cœur de Johnson battait la chamade lorsqu'il vit le chef Adam serrer Zara plus fort contre lui, son costume de luxe désormais taché de poussière et de riz. Le corps de Zara était d'une légèreté effrayante, sa tête penchée sur le côté, ses lèvres pâlissaient. « Zara, s'il te plaît », murmura le chef Adam, la voix tremblante. « Papa est là. Ouvre les yeux, je t'en prie. » Mais Zara ne répondit pas. Johnson sentit ses jambes flancher. Il avait déjà vu des malades. Il avait vu des accidents, des fractures, des têtes ensanglantées, amenées à son atelier parce que les hôpitaux étaient trop loin. Mais cette fois, c'était différent. La jeune fille s'affaiblissait lentement depuis des jours, et Johnson luttait contre la mort avec pour seuls alliés de la nourriture, de l'eau et des soins. Et maintenant, la mort reprenait le dessus. « Monsieur, elle est très faible », dit rapidement un garde après avoir pris le pouls de Zara. « Il faut agir. » Le chef Adam acquiesça aussitôt. « Emmenez-la. » Les hommes soulevèrent Zara avec précaution et la portèrent vers la voiture. Le chef Adam suivait de près, les yeux rivés sur son visage. Johnson restait là, impuissant, les mains vides. Son cœur criait qu'il voulait les suivre, mais ses jambes refusaient d'avancer. Il l'avait nourrie chaque jour, veillé sur elle chaque soir, écoutait sa respiration haletante. À présent, on l'emmenait et il ignorait même s'il la reverrait un jour. Le chef Adam s'arrêta brusquement et se retourna. Son regard perçant croisa celui de Johnson. « Vous, » dit-il d'un ton ferme. Johnson tressaillit. « Monsieur, venez avec nous », insista le chef Adam. « Vous connaissez son état mieux que quiconque. » Johnson eut le souffle coupé. Avant même qu'il puisse réfléchir, un garde lui saisit le bras, d'une main ferme mais pressante, et le tira vers la Bentley. Johnson jeta un dernier regard à son atelier. Les vieux outils, les épaves de voiture, l'établi en bois, tout ce qu'il possédait au monde. Puis la portière de la Bentley claqua et le convoi démarra en trombe. La clinique était privée, calme et blanche, trop propre, trop paisible. Johnson se sentait souillé, rien qu'à rester là, dans son uniforme de mécanicien bleu taché. Les médecins s'activaient. Les machines émettaient des bips. Zara fut conduite dans une pièce où Johnson n'avait pas le droit d'entrer. Le chef Adam, dehors, arpentait la pièce. Il n'était plus le milliardaire serein du bord de la route. Il n'était plus qu'un père, faisant les 100 pas, se frottant les mains et murmurant des prières. Johnson était assis sur une chaise en métal, le dos voûté, la tête baissée. Il repassait sans cesse en revue le moment où il avait trouvé Zara. C'était il y a quelques jours, tard le soir. La pluie venait de cesser. Johnson fermait son atelier lorsqu'il entendit un faible bruit derrière les pneus empilés. Un miaulement étouffé. D'abord, il crut que c'était un chat. Mais quelque chose l'incita à regarder de plus près. C'est alors qu'il la vit. Zara, effondrée au bord de la route, les vêtements déchirés, la peau sale, les yeux à peine ouverts. Elle avait l'air d'une personne qui avait trop marché et qui avait fini par s'écrouler. Johnson avait hésité, parce que la gosse n'était pas bienveillant. Aider des inconnus pouvait attirer des ennuis, la police, les ravisseurs, les fausses accusations. Mais elle avait alors murmuré un seul mot, « oh ». Johnson sut qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Une porte s'ouvrit brusquement. Johnson sursauta. Le chef Adam cessa de faire les 100 pas. Un médecin sortit et retira ses gants. « Comment va-t-elle » demanda rapidement le chef Adam. Le médecin soupira. Son état est stable pour le moment, elle est très déshydratée, très faible. Elle a été privée de soins appropriés pendant longtemps, mais elle est forte. Le chef Adam ferma les yeux, soulagé. Des larmes coulèrent à nouveau. « Dieu merci », murmura-t-il. Johnson sentit sa poitrine se détendre légèrement. « Elle aura besoin de repos », poursuivit le médecin. « Nous allons l'observer encore quelques heures, puis elle pourra sortir. » Le chef Adam acquiesça. Tout ce dont elle a besoin. Le médecin se tourna ensuite vers Johnson. « Et vous » demanda-t-il calmement. « Vous avez bien agi. Si elle était restée un jour de plus sans nourriture ni soins, elle n'aurait peut-être pas survécu. » Johnson déglutit difficilement.
Il ne savait pas s'il devait être fier ou effrayé. 3 heures plus tard, Zara était allongée sur un lit d'hôpital. Son visage paraissait plus net, plus doux. Sa respiration était régulière. Le chef Adam était assis à côté d'elle, lui tenant la main. Johnson se tenait près de la porte, incertain de sa place. Zara ouvrit lentement les yeux. Elle cligna des yeux. Puis elle aperçut son père. « Papa » murmura-t-elle. Le chef Adam se pencha aussitôt. « Je suis là. Je suis là. » Son regard suivit lentement jusqu'à trouver Johnson. Un faible sourire effleura ses lèvres. Le cœur de Johnson rata un battement. « Merci » murmura-t-elle faiblement. Johnson hocha la tête, incapable de parler. Cette nuit-là, le chef Adam ramena Zara chez elle, mais Johnson ne ferma pas l'œil. Allongé sur son mince matelas, il fixait le plafond de sa petite chambre derrière l'atelier. Ses pensées s'agitaient. Le chef Adam, le milliardaire, sa fille disparue, le convoi, la clinique. Rien de tout cela ne lui semblait réel. Il se demandait si les ennuis allaient bientôt commencer. Il se demandait s'il serait interrogé, accusé ou blâmé. À Lagos, la gentillesse avait toujours un prix. Le lendemain matin, Johnson était sous une voiture, en train de resserrer un boulon, quand le bruit se fit de nouveau entendre. Des moteurs qui ronronnaient, lourds, puissants. Il se figea de nouveau. Le convoi était revenu. Des Bentley noirs, le même atelier, la même poussière. Cette fois, les gens se rassemblèrent. Les voisins chuchotèrent. Les colporteurs montrèrent du doigt. Johnson s'essuya les mains et se leva lentement. Le chef Adam sortit de nouveau. Mais cette fois, Ara était avec lui. Elle portait une robe simple mais élégante. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son visage était toujours pâle, mais plein de vie. Elle marcha prudemment droit vers Johnson. Avant que Johnson n'ait pu parler, Ara s'agenouilla sur le sol poussiéreux. Johnson paniqua. « Relevez-vous. » Mais elle baissa la tête. « Merci, » dit-elle distinctement. « Vous m'avez sauvé la vie. » L'assistance retint son souffle. Les yeux de Johnson s'écarquillèrent. Le chef Adam s'avança. « Ma fille vous a remercié, » dit-il. « À mon tour maintenant. » Il se tourna vers la foule. « Cet homme a nourri mon enfant tous les jours alors qu'elle était trop faible pour se nourrir elle-même. » La poitrine de Johnson se serra. Le chef Adam éleva la voix. « Je vous le promets à tous, » dit-il, « je construirai le plus grand atelier de mécanique de Lagos pour Johnson. » La foule explosa de joie. Les genoux de Johnson tremblaient. Le monde tournait autour de lui. Et tandis qu'il tentait de comprendre comment sa vie avait basculé en un instant, le chef Adam ajouta quelque chose à voix basse qui fit à nouveau battre le cœur de Johnson à tout rompre. « Mais d'abord, » dit le chef Adam en observant Johnson attentivement, « vous devez me raconter tout ce qui est arrivé à Zara depuis le jour où vous l'avez trouvée. » Le regard du chef Adam se durcit sous l'effet de la gravité tandis qu'il demandait à Johnson d'expliquer comment Zara avait failli mourir. Johnson ouvrit la bouche, conscient que ces révélations pouvaient tout changer et le mettre en danger. Un silence de mort s'installa dans l'atelier. Un silence trop pesant s'installa. La foule rassemblée quelques instants plus tôt, voisins, colporteurs, chauffeurs recula lentement, comme si elle pressentait un événement grave. Les gardes formèrent un cercle lâche, vigilant. Johnson sentait tous les regards peser sur lui. Le regard du chef Adam était désormais fixe, ses larmes ayant disparu. C'était le regard d'un homme habitué à la vérité, au pouvoir et à ses conséquences. « Parlez » dit le chef Adam d'une voix douce mais ferme. « Prenez votre temps » répondit Johnson en déglutissant. Ses mains tremblaient encore. « Je l'ai trouvé la nuit » commença-t-il lentement. Près du bord de la route, derrière ses pneus. Il montra du doigt. Zara écoutait en silence, assise à côté de son père sur une chaise qu'un garde avait apportée. Ses mains étaient posées sur ses genoux. Son regard restait fixé sur Johnson, doux mais grave. Elle était seule, poursuivit Johnson. Très faible. Elle a demandé de l'eau. Je voulais l'emmener à l'hôpital, mais elle ne pouvait pas se tenir debout. Je n'ai pas de voiture, alors je l'ai fait entrer. Le chef Adam acquiesça. Je lui ai donné à manger, dit Johnson. De petites portions, du riz, de l'eau,
de la soupe quand j'en avais les moyens. Certains jours, elle ne pouvait rien manger. D'autres jours, elle pleurait en dormant. Zara baissa les yeux. La voix de Johnson se brisa. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, comme si elle craignait de déranger. Zara se mordit la lèvre. Le chef Adam serra les dents. Elle m'a dit qu'elle s'était échappée. Johnson ajouta. Elle a dit que des hommes la retenaient prisonnière. Elle ne savait plus où elle était. À ces mots, le chef Adam se leva brusquement. Les gardes se raidirent. Zara tressaillit légèrement. Des hommes? Demanda le chef Adam d'une voix soudain glaciale. Quels hommes? Johnson hésita. Je ne les connais pas, monsieur. Elle ne donna pas leur nom, seulement qu'il l'avait laissée près de la route quand elle était trop faible. Le chef Adam ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, il brûlait. Il se tourna vers son chef de la sécurité. Nous parlerons plus tard. Le garde acquiesça. Zara tendit la main et toucha le bras de son père. Papa, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je suis en sécurité maintenant. Le chef Adam baissa les yeux vers elle et la flamme dans son regard s'adoucit. 3 mois plus tard, l'atelier poussiéreux en bord de route avait disparu. À la place se dressait quelque chose que la gosse n'avait jamais vu auparavant. Un immense complexe mécanique moderne, des lumières éclatantes, des sols impeccables, des machines neuves, de multiples ateliers, des bureaux vitrés, une enseigne si grande que les gens s'arrêtaient pour la photographier, sans même la lire. Johnson se tenait au centre de tout cela, vêtu d'une combinaison bleue immaculée, le regard perdu dans un rêve. Des centaines d'ingénieurs s'activaient, travaillant calmement. Des voitures étaient alignées, voitures de luxe, voitures de fonction, voitures gouvernementales, et tous les présents l'appelaient Oga Johnson. Johnson avait d'abord tenté de refuser, mais le chef Adam n'avait pas accepté. Ce n'est pas un paiement, avait-il déclaré. C'est justice. En moins d'1 an, la vie de Johnson changea plus vite qu'il ne put s'y adapter. Il devint célèbre, respecté, riche. Il acheta une villa à Banana Island, un 4x4, employa plus de 100 ingénieurs, et pourtant, chaque fois qu'il voyait Zara, quelque chose se déclenchait en lui. Zara venait souvent, d'abord simplement pour le remercier une fois de plus. Puis, pour s'asseoir et discuter. Elle posa des questions sur les moteurs, sur l'enfance de Johnson, sur la façon dont il avait appris à survivre seul. Johnson essaya de garder ses distances. Elle était la fille d'un milliardaire. Lui, un mécanicien qui, autrefois, ne mangeait que du pain et du thé, mais la vie les avait sans cesse rapprochés. L'entreprise de Johnson assurait l'entretien de toutes les voitures du chef Adam et de tous les véhicules de sa société. Les réunions se transformèrent en conversations. Les conversations en rires. Les rires en silence, lourds de sens. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'immeuble, Zara se tenait près de Johnson, observant les ouvriers fermés pour la journée. « Tu m'as donné une seconde chance, » dit-elle doucement. « Avant que tu me nourrisses, j'avais perdu tout espoir. » Johnson détourna le regard. « Je n'ai fait que mon devoir. » Elle sourit tristement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Leurs mains se frôlèrent. Aucune ne se retira. Le chef Adam observait la scène. Il ne dit rien jusqu'à ce qu'un soir, il convoque Johnson dans son bureau. La pièce était silencieuse, vaste et imposante. « Aimez-vous ma fille ?» demanda le chef Adam sans prévenir. Le cœur de Johnson s'arrêta presque. « Je la respecte, monsieur. » Ce n'était pas ma question. Johnson prit une profonde inspiration. « Oui, dit-il. Je l'aime. » Le chef Adam l'observa longuement. Puis il hocha la tête. « Si vous lui faites du mal, dit-il calmement, vous devrez en répondre. » Johnson baissa la tête. « Je comprends. » Des mois plus tard, la gosse évoqua un mariage. Le jour où le chef Adam avait accompagné sa fille à l'hôtel. Le jour où il a mis la main de Zara dans celle de Johnson. Le jour où les flashs des appareils photo ont crépité et où la ville a murmuré. Mais au moment où les vœux allaient être prononcés, un homme s'avança de la foule, criant et pointant du doigt. « Ce mariage ne devrait pas avoir lieu, » hurla-t-il. « Ce mécanicien cache quelque chose. » La salle explosa de cris. Le cœur de Johnson se serra. Zara se tourna vers lui, perplexe.
Le chef Adam resta immobile et l'homme leva la main, tenant un document. Ce papier, dit-il d'une voix forte, anéantira tout ce que vous croyez savoir sur Johnson. Devant les invités du mariage, un inconnu accusa Johnson de dissimuler un lourd secret et prétendit en avoir la preuve. Johnson resta figé, conscient qu'une vérité de son passé pouvait anéantir tout ce qu'il avait construit. La salle de réception sombra dans le chaos. Des halètements déchirèrent l'air. Les invités se levèrent. Les téléphones sonnèrent. Des chuchotements se répandirent comme une traînée de poudre. Johnson sentit le sang se retirer de son visage. Zara se tourna complètement vers lui, les yeux écarquillés de confusion et de peur. « De quoi parle-t-il » murmura-t-elle. Johnson ne put répondre car l'homme qui se tenait là, Johnson le connaissait par un souvenir. Un souvenir sombre et douloureux qu'il avait enfoui si profondément qu'il priait pour qu'il ne ressurgisse jamais. Le chef Adam leva lentement la main. Le silence se fit dans la pièce, par crainte. « Qui êtes-vous » demanda calmement le chef Adam. L'homme s'avança. La quarantaine bien sonnée, son allure était plus négligée que celle des invités, mais son regard était perçant et audacieux. « Je m'appelle Félix, dit-il, et je connais très bien Johnson. » La gorge de Johnson se serra. Félix leva le document. « Cet homme à qui vous allez confier votre fille, poursuivit-il en désignant Johnson, a déjà été arrêté dans cette ville. » Un profond soupir d'étonnement retentit. Zara secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. » Félix sourit avec ironie. « N'est-ce pas ?» Tous les regards se tournèrent vers Johnson. Il avait les jambes en coton. Le visage du chef Adam se durcit. « Johnson, » dit-il doucement. « Regardez-moi. » Johnson leva les yeux. « Dites-moi, » insista le chef Adam, « y a-t-il une once de vérité dans ce que raconte cet homme ?» La salle sembla se rétrécir. Johnson ouvrit la bouche, la referma, puis finit par parler. « Oui, » dit-il. Ce seul mot fit l'effet d'une bombe. Zara recula d'un pas. « Quoi » souffla-t-elle. « J'ai été arrêté une fois, » dit Johnson d'une voix tremblante mais claire. « Il y a des années. » La salle explosa de nouveau. « Impossible. »« C'est vrai ? Un criminel ?» Les yeux de Zara se remplirent de larmes. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Johnson se tourna complètement vers elle. « Parce que j'avais honte, » dit-il doucement. « Et parce que la vérité n'est pas celle que les gens croient. » Félix éclata de rire. « Écoutez-le, » railla-t-il. « Toujours l'innocent. » Le chef Adam leva de nouveau la main. « Explique-toi, » ordonna-t-il. Johnson prit une profonde inspiration. Ses pensées le ramenèrent à une époque qu'il avait tenté d'oublier des années auparavant, avant l'atelier, avant la poussière, avant Zara. Johnson était plus jeune, affamé, désespéré. Il travaillait comme assistant dans un autre garage. Une nuit, des braqueurs armés firent irruption. Des voitures furent volées, des pièces disparurent, la police arriva. Johnson était là. Il était pauvre. Il n'avait ni relation, ni avocat, ni voix. « Ils ont dit que je les avais aidés, » dit Johnson, les yeux humides. « Mais c'est faux. J'ai dormi dans l'atelier cette nuit-là parce que je n'avais nulle part où aller. » Félix l'interrompit bruyamment. « Mensonge. » Johnson l'ignora. « J'ai passé 3 semaines en cellule, » poursuivit-il. « 3 semaines d'enfer, jusqu'à ce que les vrais voleurs soient arrêtés alors qu'ils tentaient de revendre les voitures volées. Mon nom a été blanchi. » Il regarda Zara. « J'étais innocent. » Les larmes de Zara coulaient librement. Félix agita de nouveau le document. « Ce papier dit qu'il a été arrêté, » cria-t-il. « Ça suffit. » Le chef Adam s'avança lentement. « Donnez-moi ce papier. » Félix hésita. Un garde le lui prit. Le chef Adam le lut attentivement. Puis il leva les yeux. « Ce document atteste d'une arrestation, » déclara le chef Adam. « Il atteste également d'une libération. Affaire classée. » Le sourire de Félix s'estompa légèrement. Mais le chef Adam poursuivit. « Pourquoi êtes-vous ici maintenant ?» Le visage de Félix se crispa de colère. « Parce que cet atelier, rétorqua-t-il, appartenait à mon frère. »
L'assistance murmura. Félix continua. Après que Johnson soit devenu célèbre, les clients sont partis. Les affaires ont périclité. Johnson fronça les sourcils. Ce n'est pas vrai. Tu l'as ruiné, cria Félix. Le chef Adam plissa les yeux. Ce n'est donc pas une question de justice, dit-il. C'est une question d'envie. Félix recula. Zara essuya ses larmes et s'approcha de Johnson. Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait son visage entre ses mains. Tu m'as sauvé, dit-elle doucement. Je sais qui tu es. Johnson s'effondra. Les larmes coulaient librement sur son visage. Mais alors que le soulagement commençait à envahir la pièce, une autre voix se fit entendre, froide et maîtrisée. Ce mariage n'est toujours pas sûr. Tous les regards se tournèrent vers elle. Une femme s'avança. Élégante, bien habillée, inconnue. Je suis l'inspectrice Adabio, dit-elle. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Le cœur du chef Adam se serra. Quoi encore? Demanda-t-il. L'inspectrice fixa Johnson droit dans les yeux. Les hommes qui ont enlevé Zara, dit-elle, sont toujours en fuite. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis elle ajouta lentement. Nous pensons que quelqu'un ici aujourd'hui les a aidés. La main de Zara glissa du visage de Johnson. L'inspectrice leva le doigt et le pointa droit sur Johnson. Tandis qu'elle semblait l'accuser d'être impliquée dans l'enlèvement de Zara, la salle de mariage se figea d'horreur. Zara s'écarta de lui, sous le choc, et le regard du chef Adam s'assombrit. Car désormais, Johnson ne défendait plus seulement son passé, il se battait pour sa liberté. La salle de mariage sembla figée. L'inspectrice Adabio pointait toujours Johnson du doigt. La musique s'était tue. Les sourires avaient disparu. La joie qui emplissait la pièce s'évapora comme l'eau sur du sable aride. La main de Zara glissa des doigts de Johnson. Son regard scruta son visage, avec peur. Peur de le perdre. Peur de perdre la vérité. Peur que le monde pour lequel elle s'était embattue soit sur le point de s'effondrer à nouveau. Johnson, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Dis-moi qu'elle se trompe. Johnson ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tous les souvenirs le submergèrent d'un coup. La cellule, la faim, les nuits passées à dormir près des moteurs, faute d'autre endroit où aller. Le jour où il avait trouvé Zara, à peine vivante, derrière ses pneus. Je le jure sur ma vie, finit par dire Johnson, la voix forte mais brisée. Je n'ai rien à voir avec ce qui lui est arrivé. Je préférerais mourir plutôt que de faire du mal à Zara. L'inspectrice Adabio leva doucement la main. Personne ne l'a déclaré coupable, dit-elle fermement. Ceci n'est pas un procès. Le chef Adam s'avança, le visage impassible. Vous avez désigné l'homme qui a sauvé ma fille, dit-il lentement. Vous allez tout expliquer. L'inspectrice Adabio acquiesça. Quand Zara a été kidnappée? Commença-t-elle. Nous avons remonté la piste du groupe responsable. Ce n'étaient pas des amateurs. Ils avaient déjà agi ainsi. Zara frissonna. Ils l'ont déplacée d'un endroit à l'autre, poursuivit l'inspectrice. Ils ont exigé une rançon. Mais quelque chose a mal tourné. Le silence retomba dans le hall. Zara se sentit très mal. L'inspectrice Adabio dit qu'elle avait cessé de manger. Elle avait cessé de réagir. Les hommes avaient paniqué. Zara ferma les yeux. Les souvenirs affluèrent. Des pièces sombres, des mains brutales, des voix qui se disputaient. Ils ont parlé de la tuer, dit l'inspectrice à voix basse. Ils pensaient qu'elle ne leur était plus d'aucune utilité. Un murmure d'effroi parcourut la foule. Les genoux de Zara flanchèrent, mais le chef Adam se plaça rapidement derrière elle pour la soutenir. L'inspectrice Adabio prit une inspiration. Mais un homme se mit à les contredire. Johnson releva brusquement la tête. Un homme, répéta le chef Adam. Oui, dit l'inspectrice, un pauvre type, quelqu'un qu'il connaissait. Quelqu'un qui avait travaillé dans le même garage où il cachait des voitures volées il y a des années. Des murmures se répandirent. Le regard de l'inspectrice Adabio se fixa sur Johnson, pour le scruter. Cet homme, dit-elle, était connu dans le milieu criminel comme l'entêté. Celui qui refusait l'argent sale,
celui qui protestait quand les choses allaient mal. Le cœur de Johnson s'emballa. Il disait qu'il leur avait tenu tête un jour. L'inspectrice poursuivit, cette dispute a entraîné son arrestation injustifiée. Le visage de Félix commença à pâlir. Il se souvenait de lui, dit l'inspectrice Adabio. Et quand Zara fut trop faible, il se souvint des paroles de cet homme, des années auparavant. Elle marqua une pause. Il avait dit, même une vie misérable est encore vivante. Un murmure d'effroi parcourut la pièce. Les yeux de Zara s'emplirent de larmes. Alors, au lieu de la tuer, conclut l'inspectrice, ils l'abandonnèrent au bord de la route. Le chef Adam porta la main à sa bouche. Zara se couvrit les lèvres, sanglotant. L'inspectrice Adabio se tourna complètement vers Johnson. « Cet homme, c'était vous, dit-elle clairement. Votre intégrité l'a sauvé à 2 reprises. » Le silence se brisa. Des gens pleuraient ouvertement. Certains applaudissaient. D'autres murmuraient des prières. Zara se dégagea de l'étreinte de son père et se jeta dans les bras de Johnson. « Je le savais, » s'écria-t-elle. « Je savais que vous ne mentiez pas. » Johnson la serra fort dans ses bras, tremblant, ses larmes imbibant son voile. « J'avais peur, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas que mon passé détruise ton avenir. » Zara se recula et le regarda. « Ma vie a recommencé grâce à toi, » dit-elle. « Comment ton passé a-t-il pu m'effrayer ?» Le chef Adam s'avança. Ses yeux étaient humides. Pendant un long moment, il resta silencieux. Puis il fit quelque chose qui stupéfia tout le monde. Il inclina légèrement la tête vers Johnson. « Pardonnez-moi, » dit le chef Adam, « d'avoir douté de l'homme qui a nourri ma fille quand je ne la trouvais pas. » Johnson se figea. « Monsieur. » Le chef Adam leva la main. « Vous n'allez pas seulement épouser ma fille, » dit-il. « Vous allez rejoindre ma famille. » Félix tenta de reculer discrètement, mais l'inspectrice Adabio se retourna brusquement. « Arrêtez-vous là. » La voix de Félix se brisa. « Je voulais seulement la vérité. » Le regard de l'inspectrice Adabio était glacial. « Vous vouliez vous venger. » Elle fit signe à la sécurité. Félix fut immédiatement appréhendé. « Vous répondrez de cette fausse accusation et de cette tentative de sabotage, » dit-elle calmement. Félix hurla tandis qu'on l'emmenait de force, ses mots se mêlant au vacarme. Le silence se fit peu à peu dans la salle. Le prêtre s'éclaircit la gorge, la voix tremblante d'émotion. « On continue. » Zara rit à travers ses larmes. « Oui, je vous en prie. » La cérémonie reprit, mais quelque chose avait changé. Cette fois, la joie était plus profonde, plus intense. Lorsque le chef Adam accompagna de nouveau Zara jusqu'à l'autel, ses pas étaient empreints de fierté. À l'autel, il plaça la main de Zara dans celle de Johnson. « Tu lui as donné à manger quand elle était mourante, » murmura le chef Adam. « Maintenant, offre-lui un amour éternel. » Johnson acquiesça, les larmes brouillant sa vue. « Je le promets, » dit-il. Ils échangèrent des vœux, des mots simples, des mots sincères. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, la salle explosa de joie, plus forte que n'importe quelle musique. La vie après le mariage ne ralentit pas. Au contraire, elle s'intensifia. L'atelier de Johnson prit de l'ampleur et sa renommée s'étendit désormais à tout Lagos et au-delà. De jeunes ingénieurs venus de différents États affluaient, espérant apprendre auprès de cet homme dont la gentillesse était devenue légendaire. Mais Johnson resta immuable. Chaque matin, il arrivait toujours tôt, portait toujours sa salopette et parlait toujours avec douceur à ses apprentis. Zara le rejoignait souvent, non pas en tant que fille de milliardaire, mais en tant qu'épouse. Un jour, elle découvrit le vieux banc en bois remisé derrière l'atelier. « C'est ici que je m'asseyais, » dit-elle doucement. Johnson acquiesça. « Et c'est ici que j'ai appris qui j'étais vraiment, » répondit-il. Ensemble, ils se lancèrent dans une nouvelle aventure. Chaque vendredi, des repas étaient préparés et distribués aux travailleurs sociaux, aux sans-abri et aux dispensaires. Zara insista pour les accompagner. Elle servait les plats de ses propres mains. Quand on la remerciait, elle souriait et disait « Un jour, quelqu'un m'a nourri alors que je ne pouvais plus me tenir debout. » Un soir, tandis qu'il contemplait le coucher du soleil sur l'atelier, Zara s'appuya contre Johnson.
Sais-tu ce qui m'a vraiment sauvé? Demanda-t-elle doucement. Johnson réfléchit un instant. La nourriture. Elle secoua la tête. Pas seulement la nourriture, dit-elle. Une bonté inlassable. Johnson regarda autour de lui. Les machines, les ouvriers, la vie née d'un simple choix. Il se souvint de la fillette fragile appuyée contre un pilier de bois, de la cuillère tremblante dans sa main, de la peur, de l'espoir. Parfois, le monde n'est pas sauvé par la force. Parfois, il l'est par un homme qui continue de nourrir même quand personne ne le regarde.